Épisode spécial Halloween. Bienvenue sur la chaîne Edera. Nous vous proposons des lectures de contes, mythes et légendes anciennes. À cette occasion, je vais vous conter un extrait du roman épistolaire Dracula, écrit par Bram Stoker et publié en 1897. Alors, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et laissez-nous vous emporter dans cet univers. Pour une meilleure immersion, je vous conseille d'écouter cette histoire munie d'un casque ou d'écouteurs. Journal de Jonathan Harker, 5 mai. Sans doute m'étais-je endormi. Sinon, comment aurais-je pu ne pas être frappé par le spectre qu'offrait ce vieux château ? Dans la nuit, la cour paraissait grande et comme en outre plusieurs passages obscurs partaient de là et conduisaient sous de grands arches, cette cour paraissait peut-être encore plus grande qu'elle n'était en réalité. Je ne l'ai pas encore vue pendant la journée. La calèche s'arrêta, le cocher en descendit, puis me tendit la main pour m'aider à descendre à mon tour. De nouveau, je ne pus m'empêcher de sentir sa force prodigieuse. Sa main ressemblait à un étau d'acier qui, s'il l'avait voulu, aurait bel et bien écrasé la mienne. Il prit ensuite mes bagages, les posa à terre, près de moi, qui me trouvait près d'une grande porte ancienne, toute cloutée de caboches et de fer. L'embrasure était de pierre massive. Malgré l'obscurité, je remarquai que la pierre était sculptée, mais que le temps et les intempéries avaient considérablement usé ces sculptures. Le cocher remonta sur son siège, agita les rênes, les chevaux repartirent, et la voiture disparut sous un des passages obscurs. Je restai là, ne sachant que faire. Pas de cloche pour sonner, pas de marteau pour frapper. Et il n'était pas vraisemblable que l'on pût entendre ma voix de l'autre côté de ces murs épais et de ces fenêtres noires. J'attendis de longs moments qui me semblèrent sans fin, sentis revenir toutes mes appréhensions, toutes mes angoisses. Où donc étais-je venu ? Et devant quels gens allais-je me trouver ? Dans quelle sinistre aventure m'étais-je engagé ? Était-ce un incident ordinaire dans la vie d'un clerc de Solicitor qui arrivait ici pour expliquer l'achat d'une propriété 6 près de Londres ? Clerc de Solicitor. Voilà qui n'aurait pas plu à Mina. Solicitor plutôt, car quelques heures à peine avant de quitter Londres, j'en étais informé. J'avais réussi mes examens. J'ai donc le titre de Solicitor. Je me mis à me frotter les yeux, à me pincer un peu partout pour m'assurer que j'étais bien éveillée. Car je croyais au contraire faire un horrible cauchemar. Je me disais que j'allais bientôt rouvrir les yeux pour constater que j'étais chez moi, que l'aurore éclairait peu à peu mes fenêtres. Ce n'aurait pas été ma première nuit de sommeil agité après une journée de travail excessif. Mais non, j'avais mal partout où je me pinçais, et mes yeux ne me trompaient point. J'étais parfaitement éveillée et me trouvais dans les Carpates. Je n'avais qu'une chose à faire, patienter, attendre le matin. J'en étais arrivée à cette conclusion, lorsque j'entendis un pas lourd approcher derrière la grande porte. En même temps, je vis par une fente un ray de lumière. Puis ce fut le bruit de chaînes que l'on détachait et de gros verrous que l'on tirait. On mit quelques instants à tirer une clé dans la serrure. Sans doute celle-ci n'avait-elle plus servi depuis longtemps. Et la grande porte s'entr'ouvrit. Devant moi se tenait un grand vieillard rasé de frais, si l'on accepte la longue moustache blanche, et vêtu de noir des pieds à la tête, complètement de noir, sans la moindre tache de couleur nulle part. Il tenait à la main une ancienne lampe d'argent, dont la flamme brûlait sans être abritée d'aucun verre, vacillant dans le courant d'air et projetant de longues ombres tremblotantes autour d'elle. D'un geste poli de la main droite, l'homme me pria d'entrer et me dit en un anglais excellent, sur un ton bizarre : « Soyez le bienvenu chez moi. Entrez de votre plein gré. » Il n'avança pas d'un pas vers moi. Il restait là, semblable à une statue, comme si le premier geste qu'il avait eu pour m'accueillir l'avait pétrifié.
Pourtant, à peine avais-je franchi le seuil qu'il vint vers moi, se précipitant presque, et de sa main tendue saisit la mienne avec une force qui me fit frémir de douleur. D'autant plus que cette main était aussi froide que de la glace. Elle ressemblait davantage à la main d'un mort qu'à celle d'un vivant. Il répéta : « Soyez le bienvenu chez moi. Entrez de votre plein gré. Entrez sans crainte et laissez ici un peu du bonheur que vous apportez. » La force de sa poignée de main, en outre, me rappelait à tel point celle du cocher, dont à aucun moment je n'avais vu le visage, que je me demandais alors si ce n'était pas encore au cocher que j'étais en train de parler. Je voulus m'en assurer. Le comte Dracula ? S'inclinant courtoisement, il répondit : « Oui, c'est moi, le comte Dracula, et je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, monsieur Harker. Entrez, entrez, la nuit est froide. Vous avez certainement besoin de vous reposer et aussi de manger quelque chose. » Tout en parlant, il posa la lampe sur une console fixée au mur, et descendant le seuil, il alla prendre mes bagages. Avant que j'eusse pu l'en prévenir, il les avait mis dans le corridor. J'ouvris la bouche pour protester, mais aussitôt, attendez, il m'imposa silence. Ne vous sentez pas obligé ? Non, monsieur, vous êtes mon invité. Il est tard, tous mes domestiques sont couchés. Permettez-moi de vous conduire moi-même à votre appartement. Il insista, voulant à tout prix porter mes valises. Il traversa le corridor, prit un grand escalier en colimaçon, puis un autre couloir, sur le pavé duquel chacun de nos pas résonnait longuement. Arrivé au bout, il poussa une lourde porte, et je fus toute aise de me trouver dans une chambre bien éclairée, où la table était dressée pour le souper, et où un grand feu de bois flamboyait dans l'imposante cheminée. Le comte s'arrêta, déposa mes bagages, ferma la porte et, traversant la chambre, se dirigea vers une autre porte qui ouvrait sur une petite pièce octogonale, éclairée par une seule lampe. Je n'y vis aucune fenêtre. Passant par cette pièce, mon hôte alla vers une autre porte encore, la poussa et m'invita d'un geste à franchir ce nouveau seuil. Par ici, je vous en prie. Ah, l'agréable spectacle! C'était une vaste chambre à coucher, bien éclairée et chauffée, elle aussi par un grand feu de bois. Visiblement, on venait de l'allumer, mais il ronflait déjà dans la haute cheminée. Ce fut encore le comte lui-même qui apporta mes valises dans cette chambre. Puis il se retira et me dit au moment de refermer la porte : « Vous désirez certainement, après ce voyage, vous reposer un peu et changer de vêtements. J'espère que vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Lorsque vous serez prêt, revenez dans l'autre chambre. Votre souper vous y attend. » La lumière et la bonne chaleur, la courtoisie du comte aussi, tout cela semblait avoir mis fin à mes angoisses. Rassuré, je m'aperçus tout à coup que j'étais à demi mort de faim. Je fis rapidement ma toilette et retournai dans l'autre chambre, comme m'y avait invité le comte. Le repas était déjà servi. Mon hôte, appuyé à l'un des côtés de la cheminée, me désigna la table d'un geste aimable. « Je vous en prie, prenez place et soupez à votre aise. Vous m'excuserez, j'espère, si je ne partage pas votre repas, mais ayant dîné, je ne pourrai point souper. » Je lui tendis la lettre scellée que M. Hawkins m'avait remise pour lui. Il l'ouvrit et la lut, l'air grave. Puis avec un charmant sourire, il me la donna pour que je la lise à mon tour. Un passage au moins de cette lettre me combla de joie. « Je regrette vraiment qu'une nouvelle attaque de gouttes m'empêche de voyager en ce moment, et m'en empêchera pendant un bon bout de temps, je le crains. Néanmoins, je suis heureux de pouvoir vous envoyer à ma place quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Ce jeune homme est plein d'énergie, il connaît parfaitement son métier. Je le répète, on peut avoir confiance en lui. Il est la discrétion même, et je pourrais presque dire qu'il a grandi dans mon étude. Pendant son séjour chez vous, il sera à votre disposition chaque fois que vous le désirerez, et en toute chose, il suivra vos instructions. » Le comte quitta cheminée pour venir lui-même ôter le couvercle d'un plat. Et l'instant d'après, je mangeai un poulet rôti qui était un vrai délice. Ajoutez à cela un peu de fromage, une salade et 2 verres de vieux toqué, et vous connaîtrez le menu de mon premier repas au château. Pendant que je soupais, le comte me posa de nombreuses questions sur mon voyage, et je lui racontai l'un après l'autre les incidents pour moi étranges qui l'avaient marqué. Quand j'arrivai à la fin de mon récit, j'avais également terminé mon souper, et mon hôte en avant exprimait le désir, j'approchai une chaise du feu de bois pour fumer confortablement un cigare
qu'il m'offrit tout en s'excusant de ne pas fumer lui-même. C'était en vérité la première occasion qui m'était donnée de pouvoir bien l'observer, et ses traits accentués me frappèrent. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes mais abondantes sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle, et les dents, éclatantes de blancheur, étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se terminaient en pointe. Le menton, large, annonçait lui aussi de la force, et les joues, quoique creuses, étaient fermes. Une pâleur étonnante. Voilà l'impression que laissait ce visage. J'avais bien remarqué, certes, le dos de ses mains qu'il tenait croisées sur ses genoux, et à la clarté du feu, elle m'avait paru plutôt blanche et fine. Mais maintenant que je les voyais de plus près, je constatais au contraire qu'elles étaient grossières, larges, avec des doigts courts et gros. Aussi étrange que cela puisse sembler, le milieu des paumes était couvert de poils. Toutefois, les ongles étaient longs et fins, taillés en pointe. Quand le comte se pencha vers moi à me toucher, je ne pus m'empêcher de frémir. Peut-être son haleine sentait-elle mauvais, toujours est-il que mon cœur se souleva et qu'il me fut impossible de le cacher. Le comte, sans aucun doute, le remarqua, car il recula en souriant d'un sourire qui me parut de mauvais augure, qui me laissa encore mieux voir ses dents proéminentes. Puis il alla reprendre sa place près de la cheminée. Nous restâmes un bon moment sans parler, et comme en regardant autour de moi, je levai les yeux vers la fenêtre, je la vis qui s'éclairait des premières lueurs de l'aube. Un lourd silence semblait peser sur toute chose. Pourtant, en écoutant attentivement, j'eus l'impression d'entendre des loups hurler dans la vallée. Les yeux de mon hôte brillèrent, et il me dit : « Écoutez-les, les enfants de la nuit, en font-ils une musique ?» Lisant sans doute quelque étonnement sur mon visage, il ajouta : « Ah, monsieur, des citadins comme vous ne pourront jamais éprouver les sentiments du chasseur. » Pensant soudain à autre chose, il se leva. « Mais vous devez être fatigué. Votre chambre est prête, et demain vous dormirez aussi tard que bon vous semblera. Pour moi, je devrais m'absenter jusque dans l'après-midi. Dormez donc autant que vous en avez envie, et faites de beaux rêves. » S'inclinant courtoisement, toujours si courtoisement, pour me laisser passer, il ouvrit la porte de la petite pièce octogonale, et de là, je gagnai ma chambre à coucher. Je suis plongée dans une mer de doutes, de craintes. Je pense à toutes sortes de choses étranges et bizarres que je n'ose même pas évoquer clairement. Que Dieu me garde, ne serait-ce que pour ceux qui me sont chers. Merci pour votre écoute. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à nous rejoindre sur les réseaux.